Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Bâtir un Mali moderne, c'est l'ambition portée par les autorités de transition qui ont annoncé la création d'un comité d'orientation stratégique. Il sera chargé d'aider le gouvernement dans la mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles. Une crise économique d'envergure au Soudan. Le 21 février dernier, la Banque centrale du pays annonçait une dévaluation de la monnaie locale de 85%, une mesure prise en vue de bénéficier d'un allègement de la dette. Et enfin, retour sur la 4e journée de la Ligue des champions de la CAF. Une journée marquée notamment par la victoire du club tanzanien Simba Sports Club face au Soudanais d'Al-Maher. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le décret d'un deuil national de 3 jours au Mali. Cette mesure, annoncée par la présidence dans un communiqué, est effective à partir de ce 18 mars et s'applique à l'ensemble du territoire national. Elle fait suite au décès des 33 militaires survenus ce 15 mars. Selon un communiqué du chef d'état-major de l'armée, ces soldats sont tombés dans une embuscade attribuée à des terroristes. Un incident qui s'est déroulé dans le cercle d'Ansongo, dans la région de Gao. Un bilan auquel s'ajoutent également 14 blessés et plusieurs véhicules détruits. Le Mali qui va parallèlement se doter d'un comité d'orientation stratégique. Une annonce faite par le Premier ministre Mokhtar Ouane lors d'une rencontre avec les partis politiques et les organisations de la société civile. L'enjeu principal de ce comité, bâtir un Mali moderne avec la mise en œuvre de réformes à la fois politiques et institutionnelles. Les détails avec Joël-Marie Balou. À l'issue d'une rencontre entre le Premier ministre malien Mokhtar Ouane et les forces vives de la nation le 15 mars 2021, le chef du gouvernement de transition a indiqué qu'il procédera dans les prochains jours à la création d'un comité d'orientation stratégique. Cette commission aura pour but de mettre en œuvre les réformes politiques et institutionnelles du Mali avant les élections prévues au cours du mois de mars 2021. La mise en place de ce comité stratégique est une avancée démocratique notable, car l'une des insuffisances de cette transition politique était la mise à l'écart des partis politiques. Comment peut-on organiser des réformes politiques et institutionnelles dans un État sans partis politiques? Et cette transition, dès le départ, avait commis cette faute essentielle, car en raison notamment de l'immobilisme des partis politiques, la classe politique malienne a été fortement condamnée après le coup d'État du 20 août 2018, et la majeure partie des populations maliennes voulaient la mise à l'écart totale de cette classe politique. La réussite de la transition politique passera par la création de ce comité qui poursuit un triple objectif. Créer un cadre inclusif d'échange et de réflexion sur les réformes politiques et institutionnelles à mener pendant la transition, impulser une dynamique et orienter la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, assurer la coordination et le suivi dans la conduite des réformes majeures à mener dans les domaines politiques et institutionnels. Donc le comité stratégique alors constitue réellement un rattrapage du mauvais départ de la transition politique en intégrant les partis politiques qui sont essentiellement les véritables acteurs de l'animation de la vie politique dans un État. La constitution malienne du 26 février 1992 est claire, qui dit que la vie politique au Mali doit être animée par les partis politiques. Donc on ne peut pas aller dans une réforme institutionnelle sans les inclure en tant que tels. Pour le bon fonctionnement de ce comité, 4 groupes thématiques seront créés. La réorganisation territoriale, le cadre électoral, la réforme constitutionnelle et la régionalisation. Cette rencontre, selon les membres de la société civile malienne, représente ainsi la concrétisation de l'un des 6 axes du plan d'action du gouvernement de transition, adopté le 22 février 2021 par le Conseil national de transition. Dans l'actualité également, la terre a tremblé en Algérie. Un séisme de magnitude 6 s'est produit dans la nuit du 17 au 18 mars dans l'est du pays. Dans les détails, le Centre algérien de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique a indiqué que l'épicentre du séisme a été répertorié à 28 km au nord-est de Cap Carbon, situé dans la wilaya de Béjaïa. Si l'incident a suscité une vague de panique chez les citoyens, la protection civile s'est montrée rassurante. Dans un communiqué, elle affirme, je cite, qu'il n'y a pas de perte en vie humaine ou de perte matérielle importante. La protection civile indique toutefois que le tremblement de terre a fait plusieurs blessés. La Côte d'Ivoire rendait hommage à son Premier ministre Ahmed Bakayoko ce 17 mars, une journée marquée par plusieurs temps forts avec notamment la tenue d'une cérémonie au palais présidentiel. Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier des suites d'un cancer, sera ensuite inhumé ce 19 mars. Retour sur cette journée d'hommage avec notre correspondant Ange Bijounomegno.
Ce mercredi 17 mars 2021, l'émotion était vive à la présidence de la République. La nation ivoirienne a rendu un dernier hommage à son défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Elle était accompagnée dans cet acte par des personnalités venues de différents horizons. Quand venait le moment des discours, tout le monde se rappelait alors des temps forts passés avec l'illustre disparu. Ahmed Bakayoko était un homme ouvert et humble. Malgré son ancrage politique au RDR, puis au RHDP, il transcendait les clivages politiques et parlait avec tout le monde, quel que soit le bord politique. Ahmed Bakayoko transcendait les clivages ethniques et régionaux. Marié à une femme du Sud, ressortissant de Séguéla, il avait des amis et collaborateurs dans toutes les régions de notre pays. On aurait pu se limiter à son aura politique en sa qualité de Premier ministre et sa proximité avec les gouvernants de ce monde. Mais que non. Ahmed Bakayoko, c'est aussi les artistes nationaux et internationaux, les amis, les associations, les sportifs de haut niveau, tous les sportifs, les journalistes. Mais également, Ahmed, c'était la veuve, l'orphelin, les jeunes, les personnes âgées, et surtout toi, l'anonyme, qu'il a tant aimé. Après les discours, place aux actes symboliques. L'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Une récompense à titre posthume de tous les services rendus à la nation ivoirienne. L'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé le 10 mars 2021 des suites d'un cancer fulgurant. Sa dépouille sera acheminée vers Séguéla, sa région natale, pour un enterrement. C'était le 21 février dernier. La Banque centrale soudanaise annonçait une dévaluation de la monnaie locale de 85%, une mesure prise en vue d'obtenir un allègement de la dette et ainsi sauver l'économie nationale. Le Soudan, où l'inflation avait dépassé en janvier dernier la barre des 300%. Philomène Tine. Afin de répondre à la forte demande des créanciers internationaux du Soudan et du Fonds monétaire international, la Banque centrale soudanaise a dévalué la monnaie nationale du pays de 85%. Le taux d'inflation annuel a atteint 304,3% en janvier dernier. C'était impératif sous la pression de la communauté internationale. Le gouvernement soudanais, il a dû dévaluer la valeur de la livre soudanaise. Cette mesure, finalement, il s'est avérée très bénéfique pour le gouvernement soudanais. Le FMI doit pouvoir se prononcer sur le cas soudanais. D'ailleurs, il y a aussi les Somaliens. Ils vont pouvoir être réhabilités donc au sein des institutions financières internationales et du coup, le Soudan va pouvoir emprunter de l'argent après plus de 30 d'années. En dévaluant la monnaie nationale soudanaise, la Banque centrale du pays a procédé à une harmonisation du taux de change officiel de la livre soudanaise avec le taux de change sur le marché noir. Avec cette mesure, le pays espère surmonter la crise économique et obtenir un allègement de la dette. Le Soudan est virtuellement en faillite avec une dette de 60 milliards de dollars, équivalent à 2 années et demie de produit intérieur brut. Petit à petit, on espère pouvoir finalement sortir le pays de ce marasme. Si la livre atteint un tel point, c'est parce que le pays ne produit plus. Donc, pour attirer les investisseurs, pour faire redémarrer la machine économique et pouvoir devenir un pays producteur, n'est-ce pas, de richesse, d'exportation et donc de redresser la valeur de la livre soudanaise. Il fallait passer par là. Bien avant la crise du Covid-19, le PIB réel du Soudan avait reculé d'environ 2,4% en 2019 en raison d'une contraction du secteur des services et du déclin des investissements dans l'immobilier et les services aux entreprises selon les perspectives de la Banque africaine de développement. Une nouvelle exigence de plus pour obtenir sa carte de séjour au Gabon. Les personnes concernées devront désormais fournir une quittance de paiement du précompte de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Une mesure destinée selon les autorités gabonaises à lutter contre le secteur informel. Les explications de Mildred Yamou. Au Gabon, l'obtention d'une carte de séjour est désormais conditionnée par le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, selon la Direction générale de l'immigration. Le montant à verser sera compris entre 100 000 francs CFA et 1,2 million de francs CFA en fonction des revenus des demandeurs, précise la direction.
Tout expatrié qui a des revenus inférieurs à 2 millions de francs CFA n'aura pas à payer un précompte. Et pour que cela soit pris en compte à la direction, il faudra que cela présente une attestation d'exonération. Par contre, pour les revenus au-dessus, c'est la quittance qui atteste du paiement de leur précompte qui sera dans leur dossier. En plus des documents déjà fournis par les demandeurs de la carte de séjour, la présentation de la quittance de paiement du précompte est également exigée. D'après la Direction générale des impôts, cette mesure vise à contrer l'informel au Gabon, tout en permettant à ceux qui exercent une activité rémunérée dans le pays de contribuer à l'effort fiscal. C'est contenu dans la loi de finances. Ce n'est pas une mauvaise humeur du gouvernement gabonais. La démarche du gouvernement gabonais, à mon sens, se comprend. Parce qu'au moment où le Gabon, pas plus le Gabon que d'autres pays, tous les pays du monde actuellement, ont besoin d'un peu plus d'argent pour pouvoir financer les charges publiques face à une économie qui est carrément au ralenti, face à une économie qui ne fonctionne presque pas du fait des effets négatifs du coronavirus. Donc le gouvernement gabonais dit, pour ceux qui doivent donc, notamment les étrangers qui sont basé sur mon territoire, le chiffre d'affaires qui est réaliste là-dessus, il faut bien qu'il me donne un quantum de financement. Un quantum de ce chiffre, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être un revenu qu'ils ont gagné dans telle ou telle autre activité. Toutefois, les modalités de paiement de titres de séjour restent inchangées. La carte de séjour vaut 150 000 francs CFA, indique la direction de l'immigration. À travers cette réforme, le gouvernement gabonais compte booster les revenus de l'État afin de financer la relance de son économie menacée par une deuxième vague de la Covid-19 et la chute des cours du pétrole, principale source de revenus extérieurs du pays. Un mot de sport à présent avec la 4e journée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Parmi les victoires marquantes dans le groupe A, le club tanzanien Simba Sports Club s'est imposé 3-0 face au club soudanais Al Merreikh. On fait le point avec José Douglas. D'abord en groupe A avec quelques images où Simba Sport a battu Al Merreikh 3-0. Décidément, le club tanzanien marche très fort dans cette compétition et personne ne peut l'arrêter pour l'instant et caracole en tête du groupe avec 10 points. Encore début dans une autre rencontre du groupe où les Congolais du Vita Club se font piéger à domicile par les Égyptiens d'Al Ahly sur le score de 3-0 également. Visiblement, les hommes de Florent Ibenge ont du mal à trouver la cadence dans cette épreuve. Je ne vais pas prendre d'excuses. En première mi-temps, on a été un peu débordé. L'équipe adverse a changé son système de jeu, 4-4-2, et le temps de comprendre cela, on avait déjà pris 2 buts. Et au classement du groupe A, Simba Sport est premier, suivi d'Al Ahly, 7 points, Vita Club 4 points et Al Merreikh 4e avec 1 point. En groupe B, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns du président Patrice Motsepe s'envolent avec 12 points. Les 3 autres équipes du groupe, Al Hilal, CR Belouizdad et le TP Mazembe sont à la lutte. Mamelodi Sundowns qui a battu TP Mazembe pour qui rien ne va plus, 1-0. Et dans le même groupe, Al Hilal et Belouizdad ont fait match nul 0-0. Le TP Mazembe a des difficultés sur le terrain. En changeant d'entraîneur, il y a toujours de nouveaux joueurs qui sont là. C'est vrai que tout ce qu'il y a tout autour, ça va pas, ça explique, il n'y a pas des excuses. Il y a simplement dire que nouvel entraîneur, de nouveaux joueurs, mais là ils ont du mal à démarrer. C'est difficile de voir TP Mazembe avoir autant de difficultés actuellement. En groupe C, le Wydad est quasiment qualifié aussi, seul en tête, suivi de Roya et Kaizer Chiefs. Petro Luanda et Kaizer Chiefs ont fait match nul 0-0. Même score pour Roya et Wydad. D'autres images avec le groupe D et d'abord le MC Alger en blanc qui a assuré en battant les Sénégalais de Tungut 1-0. Un résultat important pour la suite et pour le match chez Zamalek Tunis. Écoutez bien, Roger Itoto avait bien vu les choses. Oui, Tunis se voyage très très bien. Donc c'est une équipe qui joue très bien au ballon, très costaud et ça va pas être un match facile pour l'équipe égyptienne. Les Égyptiens de Zamalek en blanc ont donc été battus sur leur terrain par AS Tunis 1-0. L'essentiel, c'était la victoire car AS Tunis est seul leader avec 10 points, suivi du MC Alger 8 points. Zamalek et Tungut peuvent quasiment dire adieu à la compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.